Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir gourmand, nous partons en Normandie, dans le pays de Caux. Xavier nous emmènera pêcher la coquille Saint-Jacques et Philippe chasser les bons et mauvais champignons. Certaines préparations sucrées et salées compléteront ce voyage culinaire qui nous conduira aussi dans des vergers où oies et pommiers cohabitent harmonieusement. Je vous laisse apprécier les richesses de ce terroir chaleureux et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. D'un blanc laiteux, ces emblématiques falaises crayeuses se jettent dans la Manche et marquent la frontière occidentale de ce pays de Caux. C'est la côte d'Albâtre. Délimité au sud par la Seine, ce vaste plateau abrite de petites vallées, mais surtout d'immenses étendues agricoles et quelques rares forêts qui prennent par ce doux automne de remarquables tons orangés. Au petit matin, avant que les brumes d'automne ne se dissipent, le pays de Caux peut sembler morne et froid pour celui qui ne le connaît pas. Mais en réalité, grâce à un sol fertile et à un climat doux et humide, il recèle une grande diversité de cultures. Céréales, betteraves, légumes, mais aussi élevage. À la fois terrestre et maritime, le pays de Caux offre plusieurs visages aux visiteurs, dont les plus réputés, Étretat et son aiguille, rendu célèbre par Maurice Leblanc et son héros Arsène Lupin. Terre de naissance de Maupassant, le pays de Caux doit également sa renommée aux nombreux peintres qui ont immortalisé ses paysages, comme Gustave Courbet ou Claude Monet. Au petit matin, sous l'imposante forteresse du château de Dieppe, le port de pêche s'éveille lentement. Alors que la ville dort encore, Xavier Auchard, pêcheur de coquilles Saint-Jacques, embarque pour une journée en mer avec ses 2 matelots. On va larguer, les gars. C'est bon, Hugues. Là, nous sommes en train de travailler la zone qui est au large du littoral de la Seine-Maritime. C'est-à-dire, grosso modo, c'est de la pointe de l'Aï aller chercher le Trépeur. Donc ça, c'est une zone, l'année dernière, il y avait beaucoup de petites coquilles, donc on l'a laissé fermer. Et puis cette année, la coquille, elle fait la taille. Donc ça nous permet de pouvoir faire nos quotas assez rapidement. Donc c'est-à-dire qu'on est plus souvent chez nous, on ne consomme pas beaucoup de carburant. En 35 ans de métier, Xavier a vu la profession évoluer et la réglementation aussi. Un créneau maximum de 3 heures de pêche, une taille minimale de 11 cm et un quota journalier de 1,5 tonne pour son bateau. Des mesures exigeantes pour préserver les stocks de coquilles. Là, on va mettre en pêche, il est 8 heures. Donc c'est parti. Il faut être vigilant, il n'y a rien de gagné. On a mis 20 ans pour arriver à ce que ça donne aujourd'hui, les rendements que l'on a, tout ça. Cette année, on récolte le fruit des petites coquilles qui étaient là l'année dernière. On le savait, elles sont là. L'année dernière, il y a des zones en baie de Seine qu'on a fermées parce qu'il y avait de la petite coquille. On les laisse grossir, on le sait, l'année d'après, on les retrouve. Donc, je veux dire, il faut passer la branche sur laquelle on est assis. On pêche la coquille Saint-Jacques avec des dragues, c'est-à-dire c'est une sorte de râteau où on a des dents qui mesurent entre 11 et 10 cm de grandeur. Et derrière, pour récolter les coquilles, il y a une poche en filet métallique avec des anneaux de 92. C'est-à-dire que les anneaux de 92, ça permet de laisser partir une grande majorité de toutes petites coquilles. Malgré cette présélection grossière, une fois à bord, les coquilles doivent être triées manuellement, une par une. Sur la coquille Saint-Jacques, comme elle est sur le fond, on remonte tout ce qu'il y a posé dessus. Il n'y a pas uniquement que de la coquille.
il y a des huîtres. Donc tout ça plus un peu des vieux coquillages, il y a des amandes, il y a du peton, il y a quelques étoiles de mer, tout ça. Donc après, quand on a tout ramassé, par rapport au tas qu'il va y avoir, une fois qu'on a tout trié, il y en a la moitié qui ne correspond pas de la coquille Saint-Jacques. Bah là, on est en train de calibrer nettoyer, calibrer les coquilles. Celle-ci, elle fait 11, donc elle est bonne. Celle-ci, par exemple, elle ne fait pas la taille. Elle est loin de la pige, donc on les rejette. Et on fait un deuxième tri des grosses, les coquilles de plus de 13 cm. Et donc, voilà, elle fait 13, donc on les met à part. Cette année, dans la zone que l'on est en train de travailler là, c'est une saison exceptionnelle. C'est la première fois qu'on voit ça, qu'on réussit à faire notre quota assez rapidement. Et on a un produit qui est vraiment super. Donc franchement, c'est top, quoi. Ce jour-là, la pêche est particulièrement exceptionnelle et Xavier est obligé de rendre à la mer les trop nombreuses coquilles prélevées. Intactes et encore vivantes, celles-ci seront peut-être pêchées un autre jour par Xavier ou ses collègues. Le lendemain, avec sa compagne Patricia, Xavier a cette fois les pieds bien ancrés dans la terre ferme au marché d'Offranville, non loin de Dieppe, où il vend poissons et coquillages. Bonjour Madame de Gaulle. 5 kilos, ça lui a fait fatiguer. Épluché ou non épluché? Bah, épluché. Ça marche. La coquille cette année et surtout en ce moment, elle est très 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 belle. La noix est vraiment magnifique, elle est bien charnue et le corail est vraiment exceptionnel. On voit, on a un superbe produit avec un beau corail, une gonade. La partie orange, c'est la partie femelle et la partie blanche, c'est la partie mâle. La coquille Saint-Jacques est un bivalve asexué, c'est-à-dire qu'il a les deux organes génitaux. Et c'est vrai que cette année, on voit bien, on a vraiment un produit magnifique. Quand on épluche une coquille Saint-Jacques, la partie qui est noire ici, il faut le retirer. Parce que généralement, c'est là que se concentrent les algues. Donc, après, c'est la partie, il y a des gens qui gardent les barbes pour faire un fumet. Ils s'en servent pour faire de la cuisson. Honnêtement, j'en ai jamais fait, mais il paraît que c'est très très bon. Tiens Virginie, tu peux nous préparer ça s'il te plaît? Xavier est fier des produits qu'il vend. Et les nombreux clients qui l'attendent dès le matin viennent aussi bien pour la fraîcheur des coquilles que pour leur goût légèrement sucré. Les coquilles du pays de Caux n'abritent pas que de superbes Saint-Jacques. À quelques kilomètres de la côte, dans les terres, Sandrine élève des escargots, une production peu commune dans la région. Il fait frais ce matin. Allez. Combien est-ce que tu veux en prendre? Bon, on en prend 3 sacs pour démarrer. Hein. Oui. Allez. Mon métier, c'est hélicicultrice, donc éleveuse d'escargots. Ça fait maintenant 20 ans que nous nous sommes installés sur ce petit corps de ferme, un tout petit corps de ferme typique du pays de Caux. C'était vraiment une envie de retour aux sources, puisque j'étais conseiller juridique en agriculture et mon mari travaillait dans le para-agricole. Nous, on élève du gros gris. Alors, c'est un cousin du petit gris. Le gros gris, en fait, à l'état sauvage, il vit en Algérie. Mais c'est un cousin du petit gris des jardins que l'on a par chez nous. Alors, pourquoi est-ce que l'on élève cette race-là? C'est parce que dans notre région, on aime bien les escargots beurrés en coquille, donc on aime bien les escargots un petit peu gros. Ce matin, justement, Sandrine et son associé Romain s'apprêtent à préparer les traditionnels escargots de Bourgogne, une recette connue et réputée, mais qui se fait ici entièrement à la main. Donc là, on prépare le beurre d'escargot, le beurre à la bourguignonne. C'est la recette emblématique de l'escargot. Et on va mettre la purée d'ail, d'échalotes et de persil avec le beurre. Alors, on a à cœur de travailler avec des produits locaux. Le persil est fait chez les producteurs du coin, l'ail, l'échalote, le beurre est de Normandie. Et nous, on travaille vraiment de façon artisanale. L'escargot, c'est énormément de main-d'œuvre. Vraiment, c'est un mangeur de main-d'œuvre. Il faut les abattre à l'eau bouillante. Ensuite, il faut les décoquiller. Il faut retirer les pathoppancréas, le tortillon.
Ensuite, on va les nettoyer au gros sel pour retirer toute la bave d'escargot, tout le mucus. Une fois qu'ils ne sont plus muqueux, ils vont passer en courbouillon. Et puis, le lendemain, on va remettre l'escargot dans sa coquille. Bien sûr, il aura fallu laver les coquilles, forcément. Et ensuite, boucher la coquille avec le beurre d'escargot. En fait, c'est un processus qui est assez long et qui prend beaucoup de temps. Ce qui est vraiment sympa sur notre petite exploitation familiale, c'est qu'on va jusqu'au bout. On va de la naissance jusqu'au produit fini, jusqu'à la vente et jusqu'au contact avec la clientèle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Participer à l'économie locale, limiter les intermédiaires et défendre le mieux manger sont des valeurs auxquelles croit Sandrine. D'autant que l'escargot est un aliment très vertueux. L'escargot, ça fait partie du régime crétois qui fait les centenaires parce qu'il est très pauvre en lipides. La chair d'escargot elle-même est très pauvre en lipides et elle est surtout bourrée d'oligo-éléments. Donc c'est vraiment un très bon aliment pour la santé. Et par contre, il ne faut pas le manger au beurre d'escargot, ça donne du cholestérol. Donc il faut le manger à la catalane. C'est sauce tomate, oignon, poivron et huile d'olive. Non loin de chez Sandrine, à Côtebec-en-Caux, sur les rives de la Seine, Anne-Charlotte a décidé elle aussi d'être une actrice de l'économie locale. Depuis quelques années, elle est revenue sur ses terres natales pour fabriquer de petits biscuits salés très originaux. Je fabrique des petits sablés sucrés et salés, pur beurre, avec des ingrédients bio. Tout est fait à la main, de la fabrication jusqu'à l'emballage, en passant par la vaisselle. C'est un peu à des années-lumière de ce que je faisais avant, clairement, puisque je travaillais devant un ordinateur toute la journée, donc c'est sûr. Après, c'est agréable en fait de reprendre en fait le contact avec ce côté un peu manuel et toucher de la matière et faire des choses vraiment concrètes avec ses mains plutôt que de travailler en fait devant un ordinateur. Et finalement, à la fin de la journée, on sait pas trop ce qu'on a fait concrètement, quoi, parce que ça reste très théorique, très virtuel. Que là, voilà quoi. Enfin, à la fin de ma journée, j'ai fabriqué quelque chose. Ces petits sablés salés, Sandrine les fabrique avec des ingrédients simples et biologiques. Au fil des saisons, elle est toujours à la recherche de nouveaux goûts qui pourraient plaire à sa clientèle. Ces petits sablés-là, je les ai faits aux graines de courge. C'est une recette vraiment toute récente que j'ai testée, qui a l'air de plaire, c'est pour ça que je la fais en un peu plus grande quantité. Mais oui, pour l'instant, oui, ça a l'air d'avoir pas mal de succès. Et de temps en temps, voilà, donc je fais des essais avec des nouveaux ingrédients, donc soit des idées que j'ai eues, des idées qu'on m'a suggérées aussi. Et donc là, je vais faire un essai avec des tomates séchées. Donc voilà, pour l'instant, pour les essais, je prends souvent les ingrédients que j'ai à la maison dans les placards. Donc en l'occurrence, des tomates du jardin que j'ai fait sécher moi-même. Et voilà, après je fais l'essai, je vois ce que ça donne. Je le fais goûter à différentes personnes de mon entourage. Et puis selon les retours que j'en ai, je fais des petits changements ou alors j'abandonne l'idée parce que parfois ça rend quelque chose de pas terrible ou pas très intéressant. Oui, je pense que un retour à une consommation locale et donc pour acheter des produits vraiment de la région avec des producteurs dont on connaît le nom, le visage, à qui on peut poser des questions directement parce qu'on les croise sur les marchés ou dans les magasins. Je pense que oui, ça a de plus en plus de sens et c'est quelque chose que les gens recherchent de plus en plus. En attendant que les petits sablés salés d'Anne-Charlotte ne deviennent une spécialité locale, le pays de Caux compte dans ses traditions un fruit emblématique, la pomme à cidre. À Bretteville-du-Grand-Caux, Vincent Godefroy la cultive dans des vergers où se trouve également un troupeau d'oies normandes. Allez filles, allez. Allez filles. Alors j'élève des oies normandes depuis une douzaine d'années.
C'est une race qui a failli disparaître. Cette oie, elle restait 200 il y a une vingtaine d'années. Donc il était temps de faire quelque chose. Mais pour sauver une race, c'est un peu paradoxal, mais il faut la manger. C'est-à-dire que si personne n'en mange, il n'y a pas de débouchés. Si on n'a pas de débouchés, on n'a pas d'éleveurs pour en produire. Donc c'est un cercle vicieux. Donc on est parti petit et aujourd'hui on a une 60aine de sujets. C'est une oie qui a les yeux bleus, vraiment d'un très joli bleu. Il existe l'oie normande classique et l'oie normande de Bavent. Donc la Bavent, elle a une houppette sur la tête, donc celui-ci c'est un classique. Donc c'est une race qui est très intéressante parce qu'elle mange beaucoup d'herbes. On dit que 20 oies comme ça mangent autant d'herbes qu'une vache. Donc c'est un animal qui est très intéressant pour tondre et en même temps elle fertilise et elle va nous débarrasser de toutes les premières pommes qui tombent, les pommes véreuses qui sont impropres à la production de cidre. Donc ça va parfumer leur viande, c'est intéressant pour nous. Et puis d'autre part, laisser des fruits pourris, abîmés, malades sous nos pommiers pendant tout l'hiver, c'est dommageable pour la saison suivante puisque les champignons peuvent revenir la saison suivante. Donc si les pommes sont mangées, on fait d'une pierre deux coups. Doucement. Doucement. Du calme. Allez, doucement les filles, hop, allez, tourne. Nos oies aujourd'hui pâturent sous nos pommiers qui sont situés dans un clos masure. Donc le clos masure, c'est le nom des fermes locales, c'est typique au pays de Caux. Sur la planète entière, on trouve ça que chez nous. Donc ce sont des grandes fermes en forme de carré qui étaient fermées non pas par un mur comme dans certaines régions agricoles, mais par une butte de terre. On a un talus sur lequel on plantait des arbres et ça faisait des murs de bois qui nous protégeaient du vent. Parce qu'ici, donc, le pays de Caux, c'est une région qui est très venteuse. Donc on se protégeait de cette manière du vent et en même temps du regard des autres. On vivait caché derrière nos arbres. Le cauchois est par définition méfiant. Aujourd'hui, ces hêtres sont jolies, mais ont aussi un rôle écologique très important parce que c'est une manière de créer une sorte d'oasis au milieu d'un désert végétal. Tout autour de nos clos masures, ce sont aujourd'hui que des grandes cultures avec bien sûr des pesticides. Et dans ces grands champs, il n'y a plus beaucoup de place pour toute une faune et toute une flore qui va trouver refuge dans le clos masure. Et il y a tout un écosystème qui va s'y créer. Et c'est l'homme qui fait cet écosystème. Donc pour une fois que l'homme a un côté positif par rapport à la nature, il faut essayer de préserver tout ça. Préserver la nature et en récolter les fruits chaque année, telle pourrait être la devise de Vincent, dont l'activité première est la fabrication de cidre. Ce matin, il est accompagné de Marina, une cidrologue venue goûter les jus récemment pressés et réfléchir aux futurs assemblages qui feront le cidre si typique du pays de Caux, en cours d'obtention d'une appellation d'origine protégée. Donc là, on va goûter la cuve 1. On sent tout de suite qu'il y a beaucoup de matière. Oui, le sucre enrobe toute la bouche. Là, c'est immédiat. Pour l'instant, on ne sent pas encore trop les tanins en bouche. Oui. Mais vu la richesse en sucre, je pense qu'ils vont se révéler un petit peu plus tard. Là, sur les deux cuvées qu'on vient de déguster, donc on a deux cuvées bien identifiées et différentes. Une qui a commencé à fermenter, l'autre non. Une qui a vraiment, je dirais, un assemblage variétal essentiellement acidulé. Et l'autre, des variétés plutôt douces-amères. A priori, la cuvée idéale serait un assemblage de 20% de cette cuvée acidulée et de 80% de la cuvée douce-amère. La particularité du cidre Pays de Caux, c'est effectivement une bonne acidité avec une pointe tannique, de légères notes fermentaires. On peut avoir également des notes végétales, parfois même épicées. Les autres cidres en Normandie vont être soit plus sucrés, par exemple comme le cidre du Pays d'Auge, voire peut-être avec une amertume plus prononcée, comme le cidre du Cotentin. Donc c'est un peu cet équilibre des saveurs qui va quand même différencier les différents cidres AOP. Après, il va bien sûr y avoir la note personnelle du producteur qui va faire qu'on va peut-être avoir des arômes un petit peu plus particuliers. Les belles couleurs d'automne ont également conquis la forêt d'Évy, dans la partie orientale du pays de Caux. Philippe et son ami Christian, deux mycologues convaincus, viennent ici pour exercer leur passion. Zilaria hypoxylon. Ah bah tiens, voilà un myxomycète, tiens, regarde. Ah, l'Icogala. L'Icogala épidendron. Épidendron. Je suis intéressé par la mycologie depuis que je suis enfant. J'ai habité avec mes parents à Épinal, dans les Vosges. Et à Épinal, il y avait un marché rien que pour les champignons. Puis au fur et à mesure, j'ai grandi, j'ai une formation de pharmacien.
j'ai eu des cours de mycologie. Et au fur et à mesure, j'ai découvert la grande variété, la grande diversité des champignons, et c'est ça qui m'intéresse. Et donc là, on a un lactaire. Un lactaire, c'est quoi? C'est un champignon qui a le pied qui casse comme de la craie, et puis surtout qui va donner du lait, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que là, je vais casser les lames, et qu'est-ce qu'on voit? On voit du lait qui va couler des lames. C'est ce qu'on appelle le lactaire blême, Lactarius blenius. Aucun intérêt d'un point de vue gustatif. La mycophagie ne nous intéresse plus. Ça nous a intéressé avant. Donc on a commencé à sortir quand on était intéressé pour manger les champignons. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la connaissance des champignons. On est très content quand on a des nouveaux champignons qu'on découvre. Là, tout à l'heure, on a trouvé un champignon qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc là, c'est notre intérêt. Tu as trouvé, Christian? Chrysanthéron. Ah oui. Hop, il est pas mal. Ah oui, il est pas mal celui-là. Voilà. Je pense que c'est parce que c'est quelque chose de compliqué que ça m'intéresse. Par exemple, je suis prof de chimie analytique, c'est une matière qui est très compliquée aussi pour les étudiants. Et je pense que j'ai le cerveau un peu particulier qui fait que je suis intéressé par les choses compliquées. Et lorsqu'il y a un doute et qu'il faut mener une enquête de terrain précise, la mycologie prend alors tout son sens pour les deux amis. Ah oui, donc on les voit bien, hein. C'est des fibrilles retroussées le long du pied. C'est joli, et en plus on voit l'anneau qui est bien marqué, bien chouette. Hein. Ce champignon, hein, c'est un champignon qui est comestible, mais qui peut être confondu avec un champignon mortel, la galère marginée. Donc qu'est-ce qui en fait la différenciation? Eh bien, la différenciation se fait avec des fibrilles qui se trouvent au niveau du pied. Et donc, il faut regarder le pied précisément avec une loupe. Aucun doute, c'est bien la foliote changeante, Cuneromices mutabilis, qu'on peut manger. Les deux amis ne le mangeront pas pour autant, mais ils auront fait une fois de plus de belles découvertes mycologiques dans cette forêt d'Évie. Paré de 1000 couleurs automnales, le pays de Caux se révèle plus divers qu'il n'y paraît. De la côte d'Albâtre jusqu'à la vallée de la Seine, il abrite des amoureux de ce terroir qui parlent avec passion des richesses cauchoises. Aujourd'hui, je vous propose une marmite diepoise. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 grosses noix de coquille Saint-Jacques, 4 langoustines, 400 g de moule, un rouget de 800 g, 2 filets de sole, 50 cl de crème liquide, 75 g de beurre, 6 oignons moyens, un poireau, une branche de céleri avec les feuilles, un bouquet garni persil laurier éteint, 1 litre de cidre ou de vin blanc, 2 tranches de pain de mie, 50 g de beurre. Pour les moules, versez 100 g de vin blanc ou de cidre dans une casserole, portez à ébullition, puis plongez les moules et cuire à couvert jusqu'à leur ouverture. Les moules, il est toujours préférable de les cuire à feu vif. Dès qu'elles sont ouvertes, les moules sont prêtes. Si jamais certaines moules sont fermées, ne pas hésiter à les jeter. Filtrez et gardez le jus de cuisson. Décoquillez les moules et les réservez. Pour les poissons et les coquilles Saint-Jacques, coupez les coquilles Saint-Jacques et le filet de sole en deux. Levez le rouget en conservant l'arête centrale et la tête, puis taillez chaque filet en deux. Faites de petites portions, car elles ne cuiront que par la chaleur de la sauce. Pour la garniture aromatique et le fumet, épluchez et coupez les oignons en 4. Taillez le poireau en gros tronçons et le céleri en gardant les feuilles pour la finition. Dans une casserole, déposez les légumes, le bouquet garni, puis ajoutez le reste du vin blanc ou de cidre, le jus de cuisson des moules, puis les têtes des langoustines, les arêtes et cuire à feu doux 35 minutes. Enlevez les légumes et les réservez. Passez le jus au chinois. Cette étape permet d'obtenir ce que l'on appelle en cuisine un fumet. Pour la sauce, réduire le fumet 5 à 10 minutes à feu doux et ajouter la crème. Réduire de nouveau et mettre le beurre tout en émulsionnant avec le fouet. Pour les croûtons, taillez les tranches de pain de mie en dés et les faire dorer au beurre à feu doux. Pour le dressage, disposez les poissons,
les coquilles Saint-Jacques, les moules et les queues de langoustine crues décortiquées au fond d'une soupière chaude, pas trop profonde si possible. Ajoutez les légumes et versez la sauce bouillante par-dessus. Parsemer de croûtons dorés, décorer avec les feuilles de céleri et servir sans attendre. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.